Benjamin, CEO de Kahoot. Kahoot qui est une start-up que je suis depuis la première promo du camping. Donc ça fait un bon bail. Et Kahoot qui était déjà avancé au moment où il est rentré dans le camping, qui faisait partie des startups les plus matures. Et donc Kahoot, en fait, c'est complètement différent, je dirais, de Bunker. Vous avez l'autre versant. Là, c'est la bande de potes qui montent ensemble une solution hyper technique, qui aussi partent avec l'envie de planter le drapeau en haut de la montagne, qui serait devenir la $1 billion compagnie. Je me souviens à l'époque, il m'avait pitché Kahoot en me disant bah, tu vois, les blogs sont arrivés sur Internet et ont permis à n'importe qui de pouvoir s'exprimer sur le web. Et ben nous, on va être un peu ça, mais pour le mobile, c'est-à-dire qu'on va permettre à n'importe qui de créer une application. Et créer une application mobile sera simple comme bonjour grâce à Kahoot. De la même manière que les blogs ont permis à n'importe qui de pouvoir accéder en fait à Internet. Enfin, à s'exprimer en fait et à pouvoir poser sa voix sur Internet. Et c'est un pitch qui nous avait vraiment plu à l'époque. Ils ont vraiment, et ça il va le raconter, ils ont traversé énormément de galères avec un produit qui marchait dans un contexte français où en fait tu avais, je ne sais plus comment il s'appelle, mais tu nous parleras de ton Mobile Roddy, c'est ça, ouais. Le gros concurrent américain qui lui cartonnait. Et ils étaient techniquement et même en termes de produits vraiment meilleurs, mais même on avait fait un audit, je me souviens, tu nous en avais parlé, qui montrait à quel point ils étaient meilleurs. Et pourtant, le business model était super compliqué à développer. Et alors, l'histoire de Kahoot, c'est qu'eux, ils vont se faire racheter. Et là, ça fait 6 mois que Ben a intégré la boîte qui les a rachetés dans des super conditions. Et c'est un rachat auquel The Family en fait, a largement participé, a contribué. Et alors, on a fait la rencontre avec cette boîte Insert. Et donc, c'est une belle histoire et c'est un autre style d'histoire aussi. Je voulais que vous ayez comme histoire entrepreneuriale. Voilà. Donc, Benjamin, raconte-nous un peu genre, le début, d'où tu viens, qui t'es et ta bande Kahoot. Alors, bonjour à tous. Parle bien fort hein, parce que… Ok. Je m'appelle Benjamin, j'ai un profil plutôt technique, donc j'ai fait Epitech. J'ai fait Epitech pendant 5 ans, donc j'ai codé pendant 5 ans. À un moment, je me suis dit, c'est pas du tout ce que je veux faire dans ma vie, mais je pense que ça peut servir à un moment. Donc, je suis parti en Australie parce que je voulais chercher un peu autre chose à faire. Le code, j'ai jamais été très bon codeur, donc c'est un peu chiant. Je suis parti en Australie avec pas mal de potes en France, dont des mecs d'Epitech qui sont devenus plus tard mes associés Kahoot. Je suis revenu en France en 2009, j'ai bossé pour comme beaucoup de gens au début, dans une agence digitale, une agence quoi, donc chair à canon, des heures pas possibles, payé que dalle. Je me suis vite dit que c'était vraiment de la merde, et je pense toujours que les agences, c'est vraiment de la merde. Par contre, c'est une bonne école. Donc tout ça nous amène en fin 2009, et fin 2009, ça commence un peu à cartonner l'App Store, ça commence vraiment à prendre, il commence à y avoir de plus en plus d'applis. Donc avec mon cofondateur de l'époque, qui était aussi un mec d'Epitech, on s'est dit bon bah on va s'auto-former au développement iOS. C'est beaucoup plus sympa que le vieux développement, le développement .NET, Java, qui nous emmerdait un peu parce que le débouché c'est banque, assurance ou agence. Donc un peu la peste et le choléra. Donc du coup on s'est lancé dans le développement iOS et on trouvait ça fun, c'était un peu plus sympa, et au fur et à mesure on arrive en début 2010 et on se dit bon bah il y a sûrement un marché à prendre, où on va sûrement trouver des clients, donc on se lance dans le développement iPhone. Donc à la base on n'avait pas du tout l'intention de créer un produit startup, c'était plutôt une boîte qui allait faire des applications iPhone. De fil en aiguille, on crée une application, 2 applications, 5, 10 applications pour des clients. Et à chaque fois, on se rend compte qu'on refaisait tout le temps la même chose. Donc on s'est dit, bon, bah, on va faire un truc, un outil pour nous deux, pour nous aider à développer plus rapidement les applications. Et en fait, on se rend compte qu'on crée un produit, qu'on reprend un peu la sauce WordPress, etc., d'une plateforme qui permet d'automatiser, de fluidifier la création d'applications mobiles. Au fur et à mesure, ça devient un produit qu'on se dit, à un moment, on va peut-être essayer de le vendre. On arrive à le vendre 1 fois, 2 fois, 3 fois.
Et donc là, on se dit vraiment, on a un produit qu'on lance en fin 2010, et à ce moment-là, je sais pas, je remplis le dossier, le camping un soir, une nuit en rentrant un peu bourré. Je me souviens même plus pourquoi j'ai rempli ce dossier-là. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un pattern très présent chez Kahoot. Il s'appelle pas Kahoot pour rien. Kahoot, c'est cacahuètes. Et en fait, ils aiment bien faire l'apéro. Donc, c'est des mecs plutôt chill. Ils sont toujours en teuf. Non, mais c'est vrai. C'est un peu l'esprit. Et ça fait partie de la culture, en fait, de la boîte Kahoot. Et ça a été un atout, on va dire, dans la team. Mais en même temps aussi, on va le voir, ça a été, je pense, symptomatique de la difficulté à créer des rôles et à séparer les rôles quand tu es entre potes dans ton équipe. Bah donc c'est un peu le problème de... Donc oui, l'alcool, c'est un vrai... au début, c'était un peu... Au début, c'était un peu une blague. C'était, voilà, Kahoot, c'était une vidéo d'un mec qui buvait une bouteille de pastis en 10 minutes, là, qui prenait des Kahoot, et c'est là d'où vient notre nom. Au début, c'était un peu une blague, et en fait, au fur et à mesure, c'est vraiment devenu un truc qui nous a fédérés et qui nous a permis de passer pas mal d'épreuves où c'était dur, on s'engueulait, on n'avait pas d'argent, on ne savait pas où aller, on cherchait la secret sauce, on ne la trouvait pas. L'alcool, ça nous a fédérés où... Ah non, mais à un moment, plus rien ne compte et c'est pas grave en fait. Il y a un entrepreneur, je ne sais plus si c'est un mec super connu qui disait au bout de 2 bières, je dis oui à tout. Et c'était un peu ça, quoi. C'était quand il y avait un conflit technique, je veux faire comme ça, non, je veux faire comme ça. 2-3 bières et c'était réglé. Ça a apaisé les conflits en fait et ça a permis de casser pas mal d'abcès qui se créent dans les boîtes où on se voit tous les jours, on bosse ensemble, mais on ne se parle pas et il y a des trucs sous-jacents qui traînent. Les problèmes de cofondateurs, c'est ça qui détruit des boîtes et nous, ça nous a permis un peu de casser toutes ces barrières et de se parler vraiment et de partir un peu de zéro le lendemain. Et alors, quand il rentre au camping, il veut tuer Mobile Roddy, qui est donc l'équivalent US. Et donc, c'est avec cette ambition-là que tu pars. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après ? On commence sur un marché qui est le mobile et qui commence vraiment à cartonner. On se dit, voilà, ça va partir comme les blogs ou comme les sites. Tout le monde a besoin d'une appli. Donc on se met à créer la plateforme qui permet d'automatiser une appli. N'importe qui peut aller sur notre plateforme, créer une application et limite la publier tout seul, etc. On simplifie et on... Et attends, excuse-moi, parenthèse, je pense que vous avez tous vu que depuis ce matin, et je sens que je les ai briefés d'ailleurs, chacun va dire que le produit est une extension d'eux-mêmes en fait. Ils ont tous vécu le problème, ils vont d'abord le faire pour eux et ensuite ils vont essayer d'en faire un produit. Que ce soit l'arrêt de la clope pour Romain, Bunker, le PowerPoint et toi, c'est des problèmes auxquels on a été confrontés. De toute façon, pour lancer un truc, il faut être assez légitime. C'est soit on connaît hyper bien un marché, on a repéré les problèmes, soit on s'est confronté aux problèmes nous-mêmes. Une idée, c'est pas je vais chercher un truc, là ça a l'air cool, le marché il est cool, et puis je vais y aller, et en fait je ne résous pas de problème. On a vraiment essayé de résoudre ce problème de création d'applications qui était compliqué, ça demandait beaucoup d'argent, beaucoup de compétences, et on voulait le fluidifier et le démocratiser. Et on lance ça, il y a une autre grosse boîte américaine qui lève beaucoup d'argent et qui se lance dans la création d'applications. Et toutes les applications, donc eux, après ils sont un peu calés dans les applications d'artistes. Donc les applications Madonna, machin, etc., c'est la même boîte après ils ont créé un gros partenariat avec Sony, UMG, etc. Et du coup, ça a été notre premier gros concurrent. Je crois que ça fait 2 ans que j'ai pas vu un seul article sur eux, donc au final, ils n'ont pas mieux réussi que nous parce qu'en fait, c'était un faux problème. Il n'y a pas eu rapidement, on est passé de il faut une application pour tout à j'ai 10 milliards d'applications et j'ai pas besoin d'applications pour tout. J'ai pas besoin de 25 applications de mes 25 artistes préférés. Et tout ça s'est fait phagocyter par Facebook au final qui a tout pris, c'est-à-dire tout ce que ce soit blog, application d'artistes, application vitrine, etc. C'est Facebook qui fédère tout le reach. Toutes les Facebook fanpages ont bouffé tout ce marché. Donc nous, en 2012, on commence à se rendre compte de ça. Et on se dit, bon, les applications grand public, on va arrêter. Et en fait, le marché évolue. Les smartphones rentrent dans les entreprises. Et d'un coup, pas mal d'employés ont des smartphones dans leur poche et peuvent s'en servir pour travailler. Du coup,
fait un espèce de pivot, pivot yoga, un move de yoga en fait, parce qu'on ne change pas vraiment, on écarte les jambes et on essaie de rapprocher les bouts, parce que bon, on ne pouvait pas tout jeter d'un coup, c'était pas possible, on avait trop de... Opportuniste. Ouais. Et donc du coup en mode... Les ingrédients restent et on change la recette en fait. Et on part sur le modèle entreprise qui est maintenant, c'est ce qu'on fait toujours, c'est on a réutilisé toute notre back-end et notre plateforme pour faire des applications métiers, terrain, des applications sur des stores internes d'entreprise et pas du tout sur les App Store et Google Play. Et c'est comme ça qu'on utilise notre techno aujourd'hui d'applications métiers. C'est comme ça, et c'est l'intérêt aussi du rapprochement, etc. Donc ça, en 2012, il a fallu qu'on a changé de marché. Et au final, on a bien fait, nos anciens concurrents ne sont plus là. Le milieu du développement, c'est hyper compliqué. Il y a très très peu de vainqueurs. Des outils pour aider au développement, faites pas en fait. Faut pas faire, c'est trop compliqué, il faut beaucoup d'argent. Il faut lever beaucoup d'argent, il faut être aux États-Unis. Donc voilà, il faut lever beaucoup d'argent, être aux États-Unis, avoir un reach développeur important. Il y a très très peu de gagnants. Donc, les gagnants d'aujourd'hui, c'est Accelerator, c'est Parse qui a été revendu à Facebook. Et, donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu Parse. Parse, c'est des outils d'aide au développement d'applications un peu iPhone, Android, web, etc. C'est un modèle auquel on s'est fortement identifié en 2013. On s'est dit, bon, bah, il y a Parse qui est vraiment des outils d'aide aux développeurs. Nous, on a des outils d'aide aux non-développeurs. On aide les non-développeurs à créer des applications. Eux, nous, on s'en sort bien, mais bon, eux, c'est 80 millions à Facebook. Donc, je ne vous cache pas que ce n'est pas ce qu'on a fait. Justement, alors, ça donnait quoi à peu près le chiffre d'affaires au meilleur moment de Kahoot? On est monté à 250 000 euros, 250K, en étant 5, en étant ce qu'on dépense, on gagne, et ce qu'on gagne, on le dépense. On était vraiment lean. Donc tu faisais payer comment? C'était quoi le business model? Quand on est passé sur le modèle entreprise, on rentre sur des marchés avec des grands comptes. Donc les grands comptes ont pas mal d'argent, plus d'argent que le grand public. Donc notre modèle, ça a été on crée les applications pour les entreprises presque gratuitement et ensuite on fait payer par employé par mois. Donc c'est un peu les modèles Dropbox, outils SaaS pour entreprises, donc à entre 2 et 10 euros par mois par employé suivant le nombre d'employés. Voilà. Donc ça, il faut que ça scale à mort pour que ça puisse rapporter le moindre. Il faut que ça scale à mort. Et un autre truc aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que la techno ne vaut pas grand-chose en fait. Comme Alice disait, on est une boîte super techno, on est beaucoup d'ingénieurs à la base. Donc je reviens sur le cas Parse. Parse a vendu 80 millions à Facebook. Donc sur un modèle très proche du nôtre, c'est-à-dire des outils, eux pour les développeurs, nous pour les non-développeurs. Et en fait, c'est une techno qui est assez pauvre, finalement, il n'y a pas grand-chose. Sauf qu'eux, ils ont réussi à générer une communauté alors je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais peut-être 200 000 développeurs fidèles qui utilisaient les outils et qui faisaient des applications avec ces outils-là. Et il y avait peut-être 50 000 applications sur les stores quand ils ont vendu. Et Facebook n'a pas racheté du tout la techno. Ils ont racheté les utilisateurs. La techno en 3 jours, ils mettent 10 ingés et en 3 jours c'est fait. Ils rachètent les communautés. Et nous, c'est une des grosses erreurs qu'on a fait. On n'a pas du tout misé sur la communauté. On a misé sur la techno. Et la techno, ça vaut rien. Ce qui coûte une boîte comme Facebook, c'est de racheter du jour au lendemain une communauté fidèle de 200 000 développeurs et pas une techno qui se refait et qui fait ce qui se refait. Je mets un petit bémol à ça parce qu'on connaît très bien un des cofondateurs de Parse. Alors c'est vrai. Et en même temps, il n'y a pas que ça. Ce qui fait que Facebook a racheté Parse, c'est aussi parce que Ticon est très proche de Mark Zuckerberg. Ouais. Et que la proximité physique fait que c'est plus facile aussi. Et donc, quand on fait effectivement ce type de boîte, vaut mieux être dans la Silicon Valley parce que ça joue en fait de pouvoir se faire racheter potentiellement parce qu'on connaît le CEO de Facebook. Ouais, comme ce qui s'est passé pour nous. C'est The Family qui nous a fait rencontrer le CEO de la boîte qui nous a racheté. C'est pas Facebook. C'est pas Facebook. Donc, attendez 1 an ou 2. Non, mais c'est la communauté, le lieu où on fait, il faut être
C'est comme Podio, par exemple, un peu. Un peu. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, Podio. Non. On connaissait bien un des fondateurs qui s'appelle Casper. Et pareil, donc lui, c'était un Européen nordique. Et c'était un outil plutôt plus B2C, mais si au sens prosumer. C'est comme Dropbox. C'est assez professionnel comme outil. C'est une plateforme qui permet de gérer plein d'API. Bref, sans rentrer dans les détails, il a bougé à San Francisco. C'est pareil, au final. Et ils se sont fait racheter par Salesforce, je crois. Non. Par Sigfox. Comment? Citrix. Citrix, exactement. Exactement. Mais clairement, ils ont bougé et 1 an après, ils se faisaient racheter. Donc c'est... Je ne sais pas si ça marche. Mais... Si. Donc, voilà, nous, pareil, on en revient... Il y a beaucoup de choses. On a pensé partir, on n'a pas pu partir. On en revient un peu sur l'essence de la boîte. Nous, c'était une boîte faite par accident, avec que des amis, mais c'est-à-dire pas des amis, c'est des très bons amis en fait. On est tous très très amis depuis 15 ans. On part en vacances ensemble, on fait tout ensemble. Et il y a un moment où on a eu des opportunités de partir aux États-Unis, soit lever là-bas, soit vendre là-bas. Et c'était pas possible on ne pouvait pas se permettre sur 5, et s'il y en a un qui ne voulait pas, on ne faisait pas. Et du coup, ça nous a bloqué pas mal de choses. Donc il y a eu aussi un moment où... Alors justement, est-ce que tu pourrais nous dire, avant qu'on parle du rachat et tout, de ce que tu as appris, toi, si tu devais remonter une boîte plus tard, sur la team et les fondateurs et les cofondateurs? Alors, je referai jamais ce que j'ai fait, de faire une boîte avec 5 très très bons amis, donc on était 6. Pas 1 mais 5. Mais par contre, si c'était à refaire, je le referais. Ça a été un grand dilemme en 2013 où je sentais que j'avais la fibre entrepreneuriale et je l'ai plus que tout. Et maintenant, je ne reviendrai jamais sur un boulot normal, entre guillemets. Mais j'ai amené 5 très très bons amis qui correspondaient au niveau des profils pour faire tout ça. Il y a 2 choix. Soit on fait une boîte qui fait une 1 billion company, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire lever de l'argent. Quand on lève de l'argent, il y a des investisseurs qui viennent. Quand il y a des investisseurs qui viennent, ils prennent le pouvoir. Ils vont dire, lui, il n'est pas bon, je pense qu'on peut mettre meilleur à ce poste-là, il va falloir que tu le vires. Enfin, plein de choses comme ça qui fait que soit on est prêt dès le départ et qu'on s'est tous dit, on va faire une boîte et peu importe les sacrifices, s'il y en a un qui doit sauter, il saute. Si on doit partir à l'étranger, on part, etc. Aucune barrière, on y va. Soit et moi c'est ce que je voulais à la base, et ça a été un très conflictuel avec mes autres fondateurs, moi la boîte était devenue un chewing-gum. Moi j'essayais de la tirer vers un endroit où eux n'avaient pas envie d'aller. On voulait rester une team soudée, fidèle, qui prend du plaisir tous les jours à travailler, à monter un produit, à avoir des clients, à le vendre. Toute cette satisfaction. Et ça a failli tuer la boîte, où moi je la tirais trop d'un côté et eux ne voulaient pas y aller. Et à un moment, il a fallu arrêter de se dire on veut lever d'argent, on veut partir aux États-Unis. On voulait aller à Techstars, on a été refusé puis pris. Et après on a dit ok, mais en fait non, on ne va pas y aller, c'était pas compris. Et parce que c'était sûr que ça allait imploser, ça allait faire imploser la boîte. Cette boîte n'était pas faite pour faire tous les sacrifices qu'il faut pour faire une boîte à 10, 100 millions, 1 milliard. Parce que les fondateurs. Parce que les fondateurs. C'est pas ce qu'on voulait faire. C'était une boîte, c'est une aventure humaine. C'était une start-up aventure humaine et pas une start-up réussite financière. Mais parce que vous ne regardiez pas dans la même direction, en fait. Ouais. En fait. Au début, ça se voyait pas trop. Non. Parce que dans l'euphorie... Si, c'est pas vrai. En fait, ça se voyait dès le départ. Parce que dès le départ, vous savez, il y a dans ces guidelines, c'est très difficile entre les règles et se l'appliquer dans la réalité. Quand vous êtes avec vos amis et qu'on vous dit, voilà, il y a un rôle pour chacun. Il y a celui qui décide, c'est le CEO. C'est lui qui a le fin mot de l'histoire. Et ce CEO, il faut assumer d'être CEO et ça veut dire prendre le dessus. Et quand c'est tes potes et qu'on commence l'aventure en bande de potes, il y a cette question d'ego qui est hyper difficile à gérer, mais qui est fondamentale en fait pour que la boîte elle soit saine. Et là, ce chewing-gum que tu décris, c'est aussi parce que, enfin, je sais pas, peut-être tu me dis si je me trompe, mais ça a été dur pour toi d'assumer les gars, fermez vos gueules.
C'est moi qui décide. Ah ouais, j'ai jamais pu le faire. Je l'ai fait de manière sous-jacente, c'est-à-dire sans frontalement le dire aux gens, mais ça a été compliqué d'être le leader alors que tu l'étais complètement. Le soir, en allant boire un coup, on est tous au même niveau, donc c'était dur d'être dans la vie hors de la boîte, c'était très rare. Au même niveau et dans la vie de tous les jours, leader et fédérateur donc c'est hyper compliqué. Si tu recommençais une boîte, là, tu le ferais comment justement à ce niveau-là? Alors déjà les profils de l'entrepreneuriat, tout le monde n'est pas fait pour ça. Donc il y a des gens de mon équipe aujourd'hui. Alors ça fait 4 ans qu'on vit ensemble, qu'on dort ensemble, qu'on part en vacances ensemble, qu'on boit ensemble. Donc personne n'a envie de continuer. Bon là en ce moment on continue à bosser ensemble, mais on a envie un peu de bosser avec d'autres gens, ce qui est normal. Mais dans l'équipe, tout le monde n'est pas fait pour, n'a pas un esprit. Ça peut être c'est de très bons techniciens, très bons employés, mais le début d'une boîte, ça demande d'autres qualités, de savoir prendre des coups, de se relever, de pas être, de savoir trouver que ce qu'on fait c'est pas bien, de se remettre en question, de se dire qu'on est nul et de changer ça et de pas avoir la science infuse. C'est beaucoup de petites choses qui fait que... Tu as choisi des potes avant de choisir des vrais cofondateurs complémentaires. J'ai choisi des gens qui étaient déjà avec qui je pouvais avoir confiance et qui étaient bons sur les postes dont on avait besoin. Mais ensuite, sur le début d'une boîte, il y a besoin de plus que ça. Et c'est de l'énergie, rien lâcher. Mais cela dit, au final, on a quand même réussi et ils ont tous réussi à se mettre dans le pli. Oui, complètement. Donc il y a une techno, il y a une équipe franchement techniquement de ouf, il y a un vrai produit qui marche et qui ne trouve pas forcément son marché. Et de toute façon, c'est un marché, tu dis, qui se fait bouffer par Facebook. Donc il y a une opportunité de rachat assez logique. Mais comment est-ce que, alors avant qu'on en arrive au mariage, psychologiquement, comment est-ce que tu fais le cheminement pour dire ok, rachat, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça entraîne et qu'est-ce que ça implique et ça a été quoi toi ton chemin par rapport à ça? Bah déjà, il y a un truc hyper important. C'était quoi, il y a 15 jours, il y avait la fête ici d'ouverture, donc on faisait partie du camping saison 1, donc on continue beaucoup à se voir, etc. Et j'en parlais avec d'autres fondateurs de boîtes du camping saison 1. Donc ça veut dire que c'est des mecs qui ont monté leur boîte pareil que nous en 2010. Dont un qui s'est fait racheter récemment par Twitter. Par Twitter, oui, Mesagraph, ouais. Et à bout de 4 ans déjà, l'énergie, c'est un truc qui n'est pas permanent. C'est-à-dire que l'énergie qu'on a au lancement de la boîte, à un moment, ça s'essouffle, ça s'estompe. Et on ne s'en rend pas trop compte et c'est hyper dangereux. Parce que le jour où on lâche, c'est fini, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Il a fallu trouver une porte de sortie avant de se dire moi, je sentais que j'allais bientôt lâcher, il fallait trouver vite une solution. C'est un peu... faut pas se faire endormir, en fait. Et Oussama en parle beaucoup quand il parle de glisser vers le modèle agence ou ne pas s'arrêter, ne pas réaliser qu'on c'est un échec et ne pas savoir s'arrêter, c'est-à-dire continuer. On nous apprend que les 5 trucs de Paul Graham, c'est la détermination. Donc, déterminé à rien lâcher, à continuer tous les jours, à essayer de trouver, etc. Alors l'énergie s'estompe, on se fait endormir parce que plus le temps passe, le rêve sera de moins en moins accessible parce que moins d'énergie. Et ça, c'est hyper important où globalement, au bout de 3 ans, soit ça scale bien et ça monte bien, soit il faut arrêter. Parce que le reste ne sera plus que descente et quand il y a un moment quand il n'y a plus que l'énergie et qu'il n'y a plus d'énergie, donc il n'y a plus d'argent, il n'y a pas de modèle, etc. et qu'il faut repartir à zéro et qu'il n'y a plus d'énergie, c'est hyper compliqué, c'est fini, quoi. Différence entre détermination et obstination, quoi. Savoir suivre ces fameuses métriques qui vont te dire step by step si tu as une traction ou pas, quoi.
et pas glisser effectivement vers le modèle facile qui est le modèle agence où bah, tu gagnes du fric, mais c'est pas du tout scalable. Mais c'était pas le but, quoi. Et si Ouais. c'est pas le but, nous, c'est ce qui nous est arrivé. En 2013, on commence à voir que sans le service qu'on fournit en plus de nos applications, on ne gagne pas vraiment d'argent. Donc voilà, en 2013, c'est assez compliqué, c'est dur. Du coup, moi, je me suis retrouvé un peu tout seul parce que c'est dur aussi de ne pas montrer aux équipes, aux mecs que ça ne va pas. Moi, c'était un mois où j'essayais de ne pas venir, j'essayais de justifier des vacances où c'était un peu le fond du trou. Même plus d'alcool, rien. Plus rien, quoi. Il n'y a plus rien dans les chaussettes. Et là, il faut vite trouver une solution, en fait. Soit on continue en mode agence, mais alors ça n'intéresse personne. Soit on s'accroche à la petite lueur d'espoir, ce qui veut dire, si ça foire, on s'en sort. Déjà qu'on n'a rien gagné comme argent pendant 3 ans. On a tous fait 24 mois de chômage avant de... Donc, on n'a plus d'argent, soit on va s'en sortir avec des dettes. Fermer une boîte quand c'est la merde, c'est pas du tout agréable. Donc, ça veut dire qu'entre amis, on va se friter parce que la pression de ne plus avoir d'argent, ça devient compliqué. Il y en a 2 coup sur coup qui nous annoncent qu'ils vont être papa. Donc, alors là, le problème d'argent, ça devient un problème. Donc, il fallait trouver vite une solution et c'était soit on arrête, soit on se laisse l'été en gros pour essayer de revendre, de trouver un acheteur. Et c'est un peu compliqué. Alors les choses ont changé, mais c'est hyper compliqué en France. Alors il n'y a pas de département, très peu de départements M&A en France. M&A, c'est quoi? Merge and Acquisition. Merge and Acquisition, c'est ceux qui rachètent. Les grosses boîtes qui ont de l'argent en France pour acheter ne s'imaginent pas qu'ils pourraient racheter une équipe qui va leur aider à construire un pôle. Alors ça, c'est un trait vraiment différent pour le coup avec la Silicon Valley. Parce que ce qui crée qu'il y a un écosystème assez vertueux aux États-Unis, c'est qu'ils ont un truc que nous, on n'a pas, qui s'appelle le Acqui-Hire. Concrètement, 90% des boîtes qui sortent de Y Combinator, elles ne deviennent pas Dropbox. Néanmoins, en fait, elles se font racheter quasiment dans les 2 ans à la sortie de Y Combinator. Alors, c'est des équipes souvent très techniques, qui n'ont pas trouvé de marché, mais les Salesforce, les Google, les Amazon, ils voient un intérêt en fait à acquérir, donc c'est pour ça qu'on appelle le Acqui-Hire, ils veulent acquérir ces boîtes pour pouvoir faire des super recrutements. Que c'est des gens qui ont une vision, il y a une techno, et on va pouvoir mettre du sang neuf et innovant dans ces grandes boîtes. Et c'est comme ça, hein, vous voyez, quand il dit l'énergie, c'est ce qui compte, mais ces grandes boîtes aussi, elles le savent, que ce qui peut les tuer, c'est de ne plus avoir cette espèce d'énergie et ce souffle nouveau qui, en fait, qui va porter, driver l'innovation interne. Et ils n'ont aucun problème là-bas à plugger des gamins à capuche de moins de 30 ans parce que s'ils ont les compétences techniques, à les faire rentrer à des postes clés en fait, dans les grandes boîtes. Voilà, c'est le Acqui-Hire. On n'a pas ça en France. Demain, LVMH ou nos grands groupes ne sont pas capables encore de pouvoir acquérir pour pouvoir faire du recrutement et encore moins intégrer ces gamins à des postes clés. Donc, il y a un vrai gap. Voilà, donc culturellement, en fait, en France, ceux qui sont capables de pouvoir absorber cette masse de nouveaux entrants que sont les startups, ça va plutôt être les PME et les ETI. Et les PME parce qu'à la tête, on a encore des types qui ont eu les mains dans le cambouis, qui ont été entrepreneurs et qui gardent ce mindset entrepreneurial. Donc, ils sont capables, en fait, de voir la valeur de ces jeunes startups. Mais le gap culturel entre les grands groupes et les startups françaises est vraiment trop grand pour qu'ils puissent commencer à vraiment faire ce mouvement-là, quoi. Vas-y, ouais. Et je ne sais pas si c'est voué à changer bientôt, mais je pense, petit à petit, quoi. Ça commence à bouger un petit peu, mais il faut qu'il y ait un renouvellement des têtes pensantes et des exécutifs de ces grands groupes qui sont très basés sur leur truc classique. La lenteur, ça fait partie du fonctionnement. Et plus il y aura d'acquisitions de start-up, comme Twitter qui rachète Mesagraph, c'est un super truc ce qui veut dire voilà, il y a des grands groupes qui commencent à s'intéresser aux startups françaises, ce qui veut dire que l'argent va tourner et qu'il y en aura de plus en plus et que voilà, on a 10 ans de retard sur la vallée et ça commence à venir. Mais on s'est pris beaucoup de... C'est même pas des bâches, c'était... je sais pas ce que c'était. En gros, il me répondait, je sais pas de quoi tu parles, je sais pas comment on fait.
Pourquoi? C'était même pas oui et non, c'était on fait pas. C'est pas un truc qu'on fait, quoi. Du coup, d'où le rapprochement avec Insert et avec un mec qui a racheté cette boîte-là sur ses fonds propres il y a 2 ans et qui sentait que tout passe par mettre la techno au centre de la restructuration de boîtes. Parenthèse, je ne sais pas si vous connaissez Insert, pas forcément parce que ce n'est pas une boîte connue, mais c'est une boîte hyper intéressante et en fait dont The Family est proche parce qu'on connaît bien le mec qui a racheté cette boîte qui se cassait la gueule. Donc Insert concrètement c'est des panneaux, il possède je crois 80% des panneaux qu'il y a dans tous les bars, les bistrots, c'est des petits publis, enfin les trucs physiques quoi, où on met des petites affiches. L'affichage urbain voilà. Piéton. Et en fait les mecs étaient très mal. Alors ils avaient tout cet asset qui était ces espaces publicitaires, mais ils n'arrivaient plus à vendre de publicité. Pour une raison très con, c'était une raison de business model, c'est-à-dire qu'ils vendaient les pubs de manière nationale. Et en fait, au moment où nous on les a rencontrés, donc c'est ce type-là qui est assez techno, qui va racheter la boîte sur fonds propres, qui va pas bien, qui va faire un truc aussi simple que dataiser, c'est-à-dire géolocaliser exactement tous les points d'affichage et qui va pouvoir, avec pas mal de données en fait, sur ces points-là, complètement craquer l'offre. C'est-à-dire, plutôt que de prendre une offre nationale qui coûte super cher où je vais couvrir tout, je vais pouvoir offrir des chemins d'affichage, c'est-à-dire je veux couvrir tous les lycéens qui sortent de leur lycée et qui vont jusqu'au McDo. Et bien ça, je suis capable de le faire parce que j'ai toutes les données en fait sur tous les affichages, c'est dans telle rue, dans telle ville, entre le McDo, à 200 mètres d'un lycée, etc. Et donc, il va pouvoir fragmenter l'offre et créer des campagnes accessibles à des prix, je crois que le premier prix, c'est 25 000 €, il me semble. Voilà. Et donc tout d'un coup, ça va repartir. Donc c'est le même asset, mais l'offre est complètement différente et l'offre enfin est accessible en fait. Et là, on a numérisé un truc, mais sans que ça change quoi que ce soit. Mais vous voyez comme quoi le numérique peut transformer de l'intérieur une boîte et la faire repartir. Et là, on voit rien de digital là-dedans, mais derrière, c'est un mindset, c'est un état d'esprit et c'est une façon de pouvoir repenser l'offre et la rendre accessible et fluidifier complètement comment dire, le process interne pour pouvoir vendre des campagnes, quoi. Voilà, ça c'est l'état d'esprit d'Insert. Donc les mecs, ils savent que la techno c'est fondamental, ils savent qu'on doit pouvoir collecter un maximum de données et donc ils sont hyper intéressés par Kahoot. Voilà, pour la simple raison que c'est un concurrent de JC Deco. Donc Deco, c'est vachement de l'affichage automobile. Et Insert, c'est de l'affichage urbain piéton. Et les piétons ont des smartphones dans la main. Et donc ils savaient très bien que le mobile allait devenir un sujet majeur et qu'il fallait, même si au départ on n'était pas du tout intéressé parce que c'est un univers, c'est pas du tout notre truc, c'est-à-dire déjà c'est du média, on n'est pas du tout dans le média et en plus c'est de la pub, ça nous intéresse pas plus que ça. Donc au début, la première fois que je discute, je vois pas trop l'intérêt en fait. Mais au final, il y a tout un projet, un projet de rapprochement, de prendre toute l'équipe. Donc ça, pour moi, c'était un truc hyper important de faire confiance à toute l'équipe et qu'il n'y ait pas un seul laissé pour compte. De se dire, dans l'affichage piéton, il y a beaucoup de mobiles et on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais on sait qu'on va faire beaucoup de choses. Que c'est un projet entrepreneurial. Donc lui était intéressé par une équipe de 5 personnes qui avait un esprit entrepreneurial. Le but, c'était pas de prendre des gens pour avoir des employés et leur dire quoi faire. C'était on vous intègre dans le groupe et vous êtes encore autonome, débrouillez en gros tout seul sur les roadmaps communes qu'on va set. Et c'était Anecdote. Le mec hyper content vient nous voir et nous dit « Putain, c'est génial, depuis qu'on a intégré Kahoot, on a un mindset start-up, on a une culture start-up. » Je dis « Ah ouais, comment ça se fait ?» Bah ouais, tu vois, c'est con, mais on fait des apéros le vendredi soir. Et il y a tout le monde qui se parle et ça change tout, quoi. Ouais, donc notre truc, on l'a apporté à cette boîte-là. Et il y avait un peu une ambiance, on entend les mouches voler dans le bureau et nous, on fait du bruit, on parle fort,
On ouvre nos bières à 18 h et du coup on a commencé à organiser des apéros et c'est con mais les gens nous ont dit, il y a des gens qui étaient là depuis 10, 15, 20 ans, ils disaient mais ça fait des années depuis que la boîte a des problèmes, ça fait des années que les gens ne se parlent plus, il n'y a pas tout ça et là on est arrivé à fédérer tout le siège, à discuter et voir casser des barrières l'apéro avançant. Donc enfin c'est un vrai truc, du coup, on a vraiment gardé ça entre nous dans ce nouveau groupe. Donc on a vraiment un peu retourné tout ça. Un rachat dans ce cadre-là, ça se passe comment en fait? Donc ils reprennent l'équipe, tu as un lock-in, enfin ce qu'on appelle un lock-in, c'est-à-dire que tu es obligé de rester pour pouvoir intégrer la technologie et développer une activité autour de cette technologie. C'est le cas par exemple pour mes agrafes, pareil, qui me disaient je vais rester chez Twitter pendant je ne sais pas combien de temps, tu es obligé avant de pouvoir toucher le moindre centime. C'est un peu ça l'idée. En gros, à part les rachats qu'on voit sur TechCrunch où 80 millions ou 16 milliards en cash, etc., où il n'y a pas, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout la même chose. Donc nous là, on a rejoint la particularité de notre rapprochement avec Insert qui a créé le groupe Phoenix. C'est un projet entrepreneurial, c'est-à-dire que nous en fait, donc la structure juridique Kahoot reste, mais en fait on rejoint un nouveau projet entrepreneurial où il n'y a que des gens physiques qui travaillent dans la boîte au capital de ce nouveau groupe. Et donc nous on rejoint ce nouveau groupe et c'est un vrai projet entrepreneurial, c'est-à-dire qu'on part sur une nouvelle start-up qui est en gros un peu plus grosse, un peu plus établie, qui a moins de risques, mais qu'on veut scaler le plus vite possible, qu'on veut faire grossir le chiffre d'affaires le plus vite possible. Donc c'est un vrai, et ça aux discussions, quand on a commencé les discussions Sébastien et moi sur le rapprochement, c'était la philosophie du deal, c'est on va bosser ensemble. Donc nous donc c'est du vesting en fait, on est vesté pendant 2 ans. C'est-à-dire le vesting c'est en fait nous on a revendu nos parts Kahoot en échange de parts de cette boîte-là. Et on va posséder les parts de cette boîte-là effectivement dans 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, si ils nous rachètent et que le lendemain on se barre, ça ne les intéresse pas. On leur vend la techno et les gens. Si les gens se barrent, non seulement les gens se barrent, mais en plus, il n'y a personne qui sait faire fonctionner la techno. Et il y a un peu de cash, mais ce n'est pas la majorité du deal. En gros, on prend... Voilà, il y avait 3 axes de négociation là-dessus. On prend un peu de cash histoire d'être content, de se rembourser un peu les 4 ans de misère, quoi. Où on a fait 24 mois de chômage et après on s'est payé le minimum pour pouvoir faire fonctionner la boîte. Et du coup là, on prend cash, des actions, donc un peu de cash, des actions qui est la vraie. Ça c'est le vrai kiff parce que c'est une boîte en croissance. Ils font combien de millions de chiffre d'affaires aujourd'hui 20-25. Alors qu'ils ils étaient tombés, je crois qu'ils étaient endettés. Ils étaient endettés en 2012 et c'est reparti en flèche en 2012. Donc nous on arrive à un bon moment où c'est pour ça que c'est un deal entrepreneurial. On espère que le but c'est que nos actions prennent beaucoup et qu'on aide à cette croissance. Et ensuite, après, il y a le reste de la négo, c'est un peu les détails, c'est-à-dire on prend des salaires fixes. Après tout ça, c'était un peu compliqué aussi de mettre le curseur sur le confort. C'est-à-dire, il y avait d'une part, moi je voulais qu'on soit confort tous, c'est-à-dire ça faisait 6 mois qu'on ne se payait pas une fois sur 2 ou avec ceux qui ont des gamins, etc. C'était plus possible, donc il fallait un minimum de confort. Mais pas trop de confort non plus, sinon on perd la niaque qu'anime un entrepreneur où si c'est pour avoir 15 semaines de vacances et l'argent pour partir en vacances, on ne va pas avoir la niaque de l'inconfort aide à se donner, quoi. Ça c'est vrai qu'il y a pendant un certain temps, je dirais en fait, une relation directe entre le fait d'être dans une zone d'inconfort matériel et la créativité. Il y a zéro thune, donc il va falloir inventer des nouvelles façons de communiquer.
il y a zéro thune, donc il va falloir recruter différemment en se bougeant pour convaincre les gens à rejoindre l'aventure. Et ce moment-là, en fait, il doit être limité, mais il est source de création de nouvelles idées et de créativité, vraiment, que vous ne retrouverez plus une fois que vous atteignez un certain stade de confort, quoi. Et donc, finalement, c'est un truc dont il faut profiter. C'est des gros salaires ou pas? On peut en parler ou pas? Bah, c'est segmenté, c'est à peu près entre 60 et 70 k l'année. C'est pas non plus, c'est pas rien, mais c'est pas fou non plus. C'est après 4 ans de travail. Ouais, voilà, 4 ans sans rien, quoi. Et avec beaucoup de dettes, dire que les premiers salaires, là, ça part en remboursement de dettes. Mon frère qui est là m'avait pas mal prêté d'argent alors qu'il est plus jeune que moi. Mais il y a un juste milieu à trouver. Et voilà, le confort de se dire, j'ai du temps. Alors par exemple, pour une start-up, le temps, ce qu'on disait tout à l'heure, le temps, c'est pas on part avec X années devant. Moi, je pense vraiment qu'on part à 3 ans et que ça réduit au fur et à mesure et qu'à un moment, c'est 0, c'est fini. Du coup, il y a le confort d'avoir du temps, c'est on verra demain. Ce projet-là, on verra la semaine prochaine. Il y a un confort de temps et d'argent. Et pareil, l'argent, c'est si je fais pas gaffe, si c'est pas du bon taf, je vais être plus sympa. L'inconfort du temps et de l'argent permet d'être sharp, d'aller à l'essentiel. D'un côté, notre structure juridique reste, c'est-à-dire que Kahoot ne m'appartient plus, mais Kahoot existe toujours. Donc on continue à faire du business sur notre modèle à nous, qui est vendre des applications pour les grands comptes, des applications métiers. Donc notre plus gros client, c'est la SNCF, par exemple. On continue tout ça. On continue à générer du cash pour... c'est du cash à faire, donc on ne va pas s'en passer. Et d'un autre côté, on a les trois, donc il y a on était 5 en gros, il y a un commercial qui s'occupe de toute cette partie-là, il y a 3 techs qui continuent à bosser sur la plateforme et on a des feuilles de route un peu rapprochées, qui est une partie aussi où les gens qui posent les affiches insert, donc il y a 120 000 affiches en France, il y a une force terrain de 300 personnes qui tous les jours vont poser des affiches et du coup nous on répond à leurs besoins avec des applications mobiles, métiers, terrain. C'est exactement ce qu'on fait pour la SNCF. Donc du coup on a beaucoup de choses qu'on utilise de la techno pour leur fluidifier leur fonctionnement. Ils vont pouvoir faire plus d'affichage, les afficheurs vont mieux travailler, etc. Et il y a d'un autre côté où moi, mon rôle, c'est un peu de chercher la transformation du groupe, en connaissant l'écosystème, le marché, la techno, et en comprenant de mieux en mieux leur business, comment mettre en adéquation, transformer leur business et le faire passer dans le digital sur plein de projets. Donc là, c'est plutôt... moi, je fonctionne un peu en business unit où j'itère sur des projets. Je vais utiliser mon équipe pour tester des nouveaux produits. En ce moment, on réfléchit sur un réseau d'écrans connectés. On travaille beaucoup en ce moment sur les objets connectés, l'iBeacon, etc. Comment faire communiquer les panneaux avec les smartphones. Sur le AdTech aussi, c'est une boîte qui fait de l'affichage print et il faut qu'elle fasse de l'affichage digital. C'est le rêve de n'importe quelle boîte qui se veut innovante, c'est-à-dire d'avoir des geeks in-house qui réfléchissent hyper connectés à toutes les applications possibles parce qu'ils connaissent super bien le fonctionnement interne, quoi. Pour pas cher, parce qu'au final, ça coûte beaucoup moins cher. Enfin, même si vous coûtez de l'argent, vous coûtez beaucoup moins cher que les millions et les millions qui sont investis pour même des consultants qui coûtent sûrement plus cher que ça. Pour zéro. Et on a toujours la niaque, donc c'est pas un boulot 9h, 18h. Donc c'est super, pour nous aujourd'hui, c'est super intéressant. C'est de disrupter c'est à plusieurs étages. On disrupte
un siège de gens où voilà, en ramenant notre énergie, les gens Et l'état d'esprit. l'état d'esprit a vraiment changé dans la boîte et tout le monde s'en rend compte. C'est de disrupter une boîte dans son marché et disrupter un marché aussi. Parce qu'au final, on arrive dans un marché où les concurrents sont nuls en fait. Comme il n'y a pas de, ils sont tous un peu sur leurs acquis, ça va hyper lentement et tout. Moi qui ne connaissais pas ce marché, il y a plein de choses où ils sont nuls, où je fais des trucs et personne ne le fait, on comprend pas je ne comprends pas pourquoi. De passer d'un truc hyper compétitif avec des gens qui travaillent beaucoup et qui font 100 heures par semaine, passionnés dans la start-up, et là sur un marché où c'est un peu ronflant, pépère, je pousse mes pions et ça va pas vite. Ouais, donc ça c'est un plaisir ça. Ouais. Peu importe l'avenir, de toute façon, c'est un business qui était capé, c'est-à-dire qui pouvait plus bouger. Ils ont 120 000 panneaux, ils peuvent plus en poser, ils ont à peu près parsemé tout le territoire, avec un taux de remplissage de 80-90%. Donc à un moment, à 20 millions de CA, si c'est le maximum en optimisant tout, ça va être 25 millions. Le seul moyen de continuer à se développer, c'est d'aller dans le digital. C'est le seul moyen de scaler et d'augmenter la marge. C'est en passant dans le digital. Il n'y avait pas d'autre option. Donc quoi qu'il arrive sur la suite, il fallait passer par la techno. C'est là où la marge peut faire du voilà, x2, x10, x100, on ne sait rien. Alors ça, c'était un des petites gouttes de sueur le jour de la signature, c'est on va se retrouver avec un chef. C'est-à-dire, moi en tout cas, je vais me retrouver avec un patron. Même pour l'équipe entière, donc ça a été toujours le fonctionnement que j'avais réussi à adopter avec l'équipe pour être amis et collègues. C'était chacun est un pilier dans sa partie. Et moi, je ne suis pas au-dessus de vous. Moi, je m'occupe juste de CEO, c'est un peu tout, quoi. C'est-à-dire beaucoup de merde, c'est-à-dire l'administratif. Chacun est un pilier dans sa partie. Moi, je suis en transverse. Moi, je ne suis pas plus haut que vous, j'ai juste un rôle différent. C'est faire beaucoup de merde et faire que ça marche et que les autres. Mon rôle, c'était de faire en sorte que les autres piliers sont focus sur ce qu'ils font. C'est-à-dire, c'est eux qui ramènent une plus-value à la boîte. Pas moi. Et moi, je fais en sorte qu'ils ont un coussin sur leur chaise quand ils arrivent, tout se passe bien, quoi. Et du coup, donc il n'y avait pas vraiment de patron. Donc c'était un peu le risque. Comment on va se retrouver? Est-ce qu'on va avoir un N+1, N+2, N+10 Est-ce qu'on va se retrouver dans un rouage administratif? Ça aurait été le cas, heureusement, c'est pas le cas. Donc heureusement. Et je pense que ça, c'est les discussions au début sur la philosophie du deal, etc. J'ai assez senti rapidement qu'il n'y aurait pas de... Ça n'a pas l'air d'être... ça n'allait pas être le cas d'avoir... voilà, vous allez dans ce cubicle, machin, et puis en mode, voilà, viande chez Accenture, ou... Enfin, voilà, c'était pas du tout le truc. Donc aujourd'hui, on est autonome et il n'y a pas de souffle derrière l'oreille des patrons. Mais c'est toute la philosophie. Nous aussi, on prouve qu'on est autonome, qu'on ne fait pas du 9h-18h, que c'est plus qu'un travail, c'est une passion, un investissement, et eux le sentent, donc eux nous laissent autonomes, et les prises de décision sont... Okay. Il n'y en a pas vraiment, en fait, c'est fluide, en fait. Qu'est-ce que c'est que le vesting? Alors, le vesting, c'est un peu comme... quand tu te maries, en gros, faut être fidèle, faut subvenir financièrement, machin, etc. C'est un engagement. C'est un peu pareil, c'est-à-dire l'engagement et sur une durée de temps. C'est donc un pacte, on signe un pacte d'associés. On se dit, bah voilà, tu vas pouvoir avoir 100% de ce qui t'est dû dans 1 an ou 2 ans. Ça, c'est sur les chiffres. Et ensuite, entre-temps, faut pas partir, faut pas faire n'importe quoi. Donc c'est des clauses de fidélité, good liver, bad liver. Donc c'est un peu toute la complexité
discussion d'un deal comme ça, c'est on part pour 2 ans. Dans 2 ans, on aura accès à notre package. Et entre-temps, c'est là où il faut tout cloisonner et tout discuter. C'est-à-dire, s'il y a un conflit, si on se fait virer, bah, tu perds tout. Si tu démissionnes, tu perds tout. À la base, c'est si tu meurs, tu perds pas tout. C'est le seul truc. Mais sinon, donc du coup, c'est beaucoup de discussions sur qu'est-ce qui se passe dans tous les cas pendant ces 2 ans. Parce que tant que c'est pas à toi, eh ben, on peut te les retirer. Donc pour nous, ça a été discuter. Ok, si je suis viré, imaginons par exemple, on s'engueule dans 1 an, il me vire sur un faux truc, mais je suis quand même viré. Après, tu peux aller au prud'homme pour discuter, mais tu as quand même, en gros, tout est perdu, quoi. C'est-à-dire tout le package est perdu. Donc c'est pour éviter d'avoir des trucs comme ça qui se passent, quoi. C'est-à-dire que pour juste motif, etc. Enfin, Okay. tous les trucs de... Et là-dessus, ils ont plutôt été bons. Et toi aussi, enfin, je veux dire, ça s'est bien passé, quoi. Il n'y a pas eu de clash. Ouais. Ça n'a pas été facile, on a un bon avocat. Qu'est-ce que tu veux faire après, pour l'instant, c'est open, on verra. Soit ça se passe super bien et on continue, et là, on rediscutera de ce qu'on veut faire. Je pense que pour le mode entrepreneurial fait que c'est sur des segments, il faut se donner des objectifs. C'est pas un truc où je m'imagine pas dans 2 ans dire bon bah on continue ad vitam et on va voir. Non, on renégocie un truc sur bah voilà, pendant 2 ans on se fait ça et on va aller là. Il y aura une renégociation. Si ça se passe toujours super bien, on continuera. Sinon, je vais refaire une autre boîte, c'est sûr. Je sais pas quand, mais... Bon, bravo, Kawet. Merci, Benjamin. Merci.